Ça va venir. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur ce Café des libraires. Vous savez, c'est cet endroit où les libraires interviewent eux-mêmes les auteurs qui sont présents au Festival America. Il y a à peu près un libraire pour chaque plateau. Moi, je suis juste la maîtresse de maison. Je ne suis pas libraire. Je suis cofondatrice du Festival Étonnant Voyageur et comme je le disais, et moi j'anime le café littéraire là-bas, et comme je le disais hier, ce sont deux festivals qui ont beaucoup de points communs. D'abord parce que, avant de créer son propre festival, Francis Gieffard a beaucoup œuvré à nous aider à monter le nôtre, à nous amener des auteurs américains. Et on a gardé vraiment beaucoup de liens, ce qui fait que l'équipe qui s'occupe de la presse ici, l'équipe qui s'occupe, les régisseurs, l'équipe qui s'occupe du salon du livre, eh bien, ce sont tous des gens qui travaillent aussi à Étonnant Voyageur. On est une petite famille et c'est plutôt sympa. Donc voilà, ceci dit, je suis contente d'accueillir pour commencer cette matinée du samedi, Jeff Delapré, c'est un breton comme moi. Il s'est occupé pendant très longtemps de la librairie Saint-Christophe à l'Esnevin et il avait l'habitude de dire que c'était la dernière librairie avant l'Amérique. Et Jeff vient tout juste, je crois, de cesser ses activités de libraire, mais il va continuer ses activités d'animateur de rencontres, j'en suis bien certaine. Et voilà, je suis très contente. Je sais qu'il a le trac quand ça démarre, mais vous verrez, ça va passer très vite. Voilà. Donc, alors, vous voyez des places vides, hein, rassurez-vous, normalement, Richard doit nous rejoindre tout à l'heure avec son interprète. Et sur le plateau, pour le moment, nous avons le plaisir d'accueillir Emma Klein. Emma Klein qui sera interprétée... Et l'interprète qui se trouve à côté d'elle s'appelle Marguerite Capel, qui est interprète professionnelle, traductrice aussi à l'occasion, une fidèle des fidèles du festival America. Emma Klein est née en Californie, dans la Napa Valley. Il paraît que vos parents sont vignerons, c'est vrai ? Non, c'est important en France de le préciser. Vos nouvelles ont été publiées dans le New Yorker, dans Granta, dans Paris Review. En 2017, vous avez été nommé par le magazine Granta parmi les meilleurs jeunes romanciers américains. À la table ronde est paru The Girls, qui est Los Angeles, et puis Harvey. Alors, The Girls, c'est donc paru à la table ronde en 2016, traduit en 34 langues. Harvey, paru en 2021. Et Daddy, c'est celui dont nous allons parler, ou Daddy, je ne sais pas comment on prononce. Je suis nulle en anglais, je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, vous vous en rendez compte. Voilà, c'est le dernier livre paru dont on va parler ce matin sur ce plateau. À côté de son traducteur, qui fait aussi l'interprète à l'occasion, les deux complices, là, que je vois, que je retrouve d'ailleurs, parce qu'ils étaient déjà là en 2018, je crois, hein, Amirstied Maupin, pour un livre intitulé « Mon autre famille », paru aux éditions de l'Olivier en mai 2018, et donc qui va être interprété et qui a été traduit par Marc Amfreville. Voilà, je cherche partout, voilà, je suis sur la bonne page. Voilà, alors Amirstied Maupin est né en Caroline du Nord, dans une famille raciste, nostalgique du vieux Sud esclavagiste. Il part vers l'Ouest. Ah, bienvenue Richard, bienvenue. Voilà, et dans son livre, il remet en cause l'héritage idéologique et sexuel de ses parents. À San Francisco, il va découvrir une nouvelle famille. Et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Il y a les chroniques de San Francisco ont fait de lui une figure flamboyante du monde homosexuel.
pas de tabou, flamboyant, il est lui-même, voilà. Et donc, nous allons parler ce matin de ce livre dont je viens de vous donner le titre. Et puis, Richard Ford. Alors, Richard, il était là dès la première édition, en 2002. C'est un grand plaisir de le retrouver à chaque fois. Il est l'auteur de nombreux romans, dont Une saison ardente, Indépendance, prix Pulitzer en 1996, Un week-end dans le Michigan et Canada, couronné du prix Féminin étranger en 2013. C'est un de nos grands écrivains américains qu'on adore en France, qui livre après lui a construit une œuvre puissante et inspirée. De Rock Spring, son premier recueil de nouvelles, en passant par les 4 romans de la série France Bascombe, parmi lesquels Indépendance, je viens de le dire, et État des lieux. Ça fait déjà près d'un demi-siècle que Richard écrit. Et là, il signe un livre qui s'intitule Rien à déclarer. Alors, ça ne veut rien dire, hein, parce que l'autre jour, nous l'avons entendu lors de l'ouverture du festival, et je peux vous dire qu'il avait plein de choses à dire. Donc, on va avoir plaisir à l'entendre, et il va donc nous parler de ce livre Rien à déclarer, paru aux éditions L'Olivier en septembre 2021, et traduit par José Camoun. Voilà, moi j'ai fini mon travail, à toi de jouer, Jeff. Quel plateau. 2 recueils de nouvelles par la jeune et brillante Emma Cline et par le toujours jeune et brillant Richard Ford, et une longue nouvelle autobiographique du toujours jeune et sémillant Armistead Maupin. Je vais commencer avec Emma Cline. Vous nous aviez déjà ébloui avec The Girls, votre premier roman autour de l'affaire Sharon Tate et Charles Manson, livre qui parlait de l'emprise subie par les femmes de la part des hommes et de la violence qui en résulte. Et dans ce recueil de 10 nouvelles, Daddy, vous nous entraînez encore dans la turpitude de la société américaine. Vous dressez un portrait sans concession de la famille américaine. Plusieurs nouvelles parlent de l'incommunicabilité entre les parents et les enfants. Et est-ce que c'est un peu pour cela que vous avez choisi le titre Daddy ? Nous avons les moyens. Yeah, so I think I chose the title Daddy because I was looking at the stories in the collection and thinking about what themes kind of united them. And this word has these kind of double meanings. It can both mean kind of the sweetest, affectionate term for one's father, but then it also has this, dark, psychosexual power dynamic valence, and that felt appropriate to the world of the stories. Alors, j'ai choisi ce titre parce que je passais en revue les nouvelles du recueil et je cherchais le thème qui les unissait. Et le mot daddy a un peu un double sens. C'est à la fois l'adresse très tendre et affectueuse qu'on peut avoir pour son papa. Et en même temps, ça évoque aussi quelque chose de beaucoup plus sombre, de psychologique et de sexuel. Et cet enjeu de relation, de pouvoir, de dynamique de pouvoir qu'il peut y avoir entre 2 personnes. Donc ça m'a semblé tout à fait adapté. Effectivement, je crois que les hommes que vous décrivez dans ces 10 nouvelles sont souvent pathétiques. Parfois, on peut aussi se dire que peut-être que les femmes ne sont pas non plus beaucoup mieux traitées. Sexe, drogue, addiction. Est-ce que l'Amérique d'aujourd'hui se résume à ce triste constat ? It's true. I hope I'm an equal opportunity person, that the men and the women are equally bad. Yeah, and I guess I wouldn't ever think that I could speak for the whole of American culture, but I do think for whatever reason the characters I'm drawn to are kind of looking to escape reality via whatever methods are available. And those are pretty efficient methods of escape. Oui, c'est vrai. J'espère en tout cas traiter sur un pied d'égalité les hommes et les femmes, et donc que mes personnages masculins ou féminins sont tout aussi mauvais les uns que les autres. En tout cas, par rapport à votre question, je ne peux pas parler pour la culture américaine au sens large, mais c'est vrai que les personnages qui m'attirent en général ont tendance à chercher à échapper à la réalité, quelle que soit la méthode qu'ils emploient, et il y a certaines méthodes qui sont effectivement particulièrement efficaces.
votre écriture est très cinématographique. Vous donnez plus à voir qu'à connaître sur vos personnages. En fait, les lieux, les couleurs sont très importantes. Dans les endroits aussi où ils vivent, ça a beaucoup d'importance, beaucoup plus que ce qu'ils disent. On a l'impression souvent, en fait, dans vos nouvelles, qu'on pousse une porte, qu'on rentre dans un endroit où on voit les personnages évoluer, et puis on referme la porte. Et il nous reste encore tant à imaginer, parce qu'il n'y a pas de chute finale dans vos nouvelles. C'est ça qui est aussi assez étonnant, c'est que vous laissez le lecteur un petit peu avoir le droit de choisir la fin. Yeah, I think I'm always thinking about sort of what life feels like as you're living it, and how to turn that into a story that's a satisfying story that you read and feel this is like life, but that also doesn't fall into kind of this false arc. I think most of the time we travel through our lives not knowing anything about what's going on and what's happening to us and sort of what the things in our lives mean. So I'm trying to preserve some of that mysteriousness of life while still kind of drawing a circle around this character in that moment. Oui, je crois que je suis tout le temps en train d'essayer de me demander ce que ça fait de vivre au moment où on est en train de vivre et surtout comment est-ce qu'on peut en tirer une histoire qui soit satisfaisante à lire, qui ressemble à ce que c'est que la vie et surtout qu'il n'y ait pas de narration ou de fil conducteur qui soit complètement artificiel. Je crois que la plupart du temps, on navigue à vue dans l'existence, on ne comprend pas forcément les choses qui nous arrivent ou le sens que ça peut avoir. Et je crois que c'est ce qui m'intéresse, c'est la manière dont on peut essayer de percevoir le mystère qu'il peut y avoir dans la vie d'un personnage, simplement en décrivant des cercles autour de ce personnage, en le regardant vivre. Non, Ah donc tu veux qu'on enchaîne, c'est ça? Non, on peut continuer. Si, tu peux. Je sais pas du tout, j'ai oublié ma non, montre mais et je t'inquiète sais pas du tout où on en est. Alors, je vais dire devant tout le monde, quand je te ferai ça, ça veut dire qu'il restera 5 minutes sur le plateau, pour le plateau, total. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, donc là tu peux enchaîner si tu veux, il n'y a pas de problème avec un autre auteur Non, présent sur le plateau. J'ai une autre question. Une autre question. Ouais, alors, et c'est pas tout à fait sur Daddy, c'est sur Harvey. Parce que Harvey, c'est une longue nouvelle. Et comment une si jeune fille comme vous arrivez à vous mettre dans la peau de Harvey Weinstein? Ah oui, parce que c'est inspiré. Et surtout d'en faire ce qu'il est certainement, puisqu'il refuse totalement de croire qu'il est coupable. Dans toute la nouvelle, en fait, il nous explique qu'il va s'en sortir, il y a Don DeLillo juste à côté, ils vont faire un film et tout. Comment arrivez-vous alors à rentrer dans la tête de cet imbécile? Livre sorti en 2021. Yeah, I guess I think that, there's parts of all of us that are sort of pathetic and stupid, and I identify with that part. So, yeah, I think, to me, I'm just trying to make this character a full human being, and in that way, maybe he's even a more frightening character than if I had written him as, an absolute monster who we can't identify with at all. I think it's a lot more frightening and true that we're all capable in some ways of hurting people around us, and that as a writer, that's a lot more interesting of a viewpoint for me to take. Je crois qu'on a tous une part de pathétique en nous, quelque chose de stupide en nous, et je pense que c'est aussi pour ça que je pouvais me reconnaître dans cet aspect-là du personnage. Et puis j'ai essayé d'en faire un personnage qui soit pleinement humain, et je crois que c'est même encore plus effrayant en fait que si j'avais écrit un personnage de monstre complètement abject, parce qu'auquel on n'aurait absolument pas pu s'identifier, se reconnaître de quelque manière que ce soit. Je crois que c'est encore plus effrayant et encore plus vrai que le personnage soit justement humain, parce que ça nous rappelle qu'on est tous capables de faire du mal aux gens autour de nous, et en tant qu'autrice, c'est un point de vue beaucoup plus intéressant pour moi. Voilà. Alors, merci. Merci, j'ai adoré vraiment. Et lisez Emma Cline, vous allez voir, c'est fabuleux. «
Monsieur Maupin, à nous. À nous, compte de mots. Moi, je... Ah, vous n'êtes pas flamboyant. Ah oui. No, I make that bad French correction because flamboyant used to be the code word for a gay person in the United States. It was how they said you were gay without saying you were gay. So I prefer not to be flamboyant. Je fais cette légère correction parce que flamboyant est presque un nom de code pour homosexuels aux États-Unis. On vous appelait flamboyant pour ne pas dire autre chose. Ouais. Il faut... tu fais attention, Marc, de parler pas trop dans le... Voilà. Non, pas trop loin non plus. Un peu entre les deux. Tu me dis. Voilà. Donc, ceci dit, nous allons enchaîner, mon cher ami. Alors, Monsieur Maupin, dans ce livre, il y a un moment où vous écrivez « Tôt ou tard, où que nous vivions, il nous faut partir en diaspora, nous aventurer loin de nos parents biologiques pour découvrir notre famille logique », ce qui donne le titre du livre, celle qui pour nous fera véritablement sens. Il le faut si nous ne voulons pas gâcher nos vies. Quand vous écrivez cette phrase, cela s'applique-t-il à tous ou plus particulièrement à ceux qui, comme vous, savez que les dés sont pipés dès le départ, que la manière de vivre de votre famille biologique ne pourra jamais être la vôtre? Yes, oui. It's a general truth that applies to everybody who has to form their own lives. Not just gay people, but anybody who realizes that the life they left behind was not who they are. And that's happening a lot in America today because of Trump. Donc oui, c'est une vérité générale, ce n'est pas seulement pour ma communauté que je le dis, mais effectivement, chacun doit savoir s'éloigner de sa communauté pour se trouver. C'est particulièrement vrai aux États-Unis en ce moment et particulièrement dans la suite de M. Trump. Chaque chapitre s'ouvre avec une photo de votre vie. Était-ce une manière de montrer que finalement votre vie était la même que tout un chacun, avec cette simple différence que vous étiez gay, comme vous auriez pu être un géant, un nain, un breton, et que cela ne change rien à l'affaire? I don't know. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Est-ce possible? How classical? Votre question, c'est Est-ce que cette idée de mettre une photo, est-ce que c'était pour montrer que finalement les 50 ans que raconte ce livre, vous aviez eu une vie quasiment, enfin évidemment on le sait en le lisant, pas normale parce que vous avez eu une vie absolument extraordinaire, mais est-ce que c'était cette manière de montrer un peu l'album de sa vie? Une sorte de cheminement. My life was ordinary, and I didn't need to make it appear ordinary because it's shared by so many people. Oui, c'est un point important. Je n'ai pas eu besoin de rendre ma vie ordinaire par l'apparence, la photo et le reste, parce que ma vie est ordinaire, elle a été partagée par des centaines de milliers de personnes. Vous balayez 50 ans de l'histoire américaine dans votre livre. Cela nous permet de voir l'évolution de la société américaine dans ce qu'elle n'a pas de plus glamour. Pensez-vous qu'il est plus difficile de vivre aux États-Unis aujourd'hui que dans les années 60? I don't live in the United States now. I moved to Britain, to London, 3.5 years ago, and I've never been sorry. I'm closer to France, for one thing, and Europe and civilized people.
Je ne peux pas vraiment vous répondre sur le présent, puisque depuis 3 ans et demi, je vis en Angleterre. Je m'en réjouis. Ça me permet d'être, par exemple, plus proche de l'Europe en général, mais plus proche de la France en particulier, et de vivre parmi des gens civilisés. As anyone who's read my work knows, I love San Francisco with all my heart, but it rescued me from America 40 years ago. And I don't think there's anything there for me anymore. It's a city run by tech companies and governed by rich people. And I was glad to start a new adventure. Comme chacun sait, j'aime San Francisco. C'est une ville qui m'a sauvé du reste de l'Amérique il y a 50 ans, mais je n'ai plus rien à y faire. C'est une ville qui est maintenant gouvernée par des entreprises de haute technologie, par des gens fortunés. Je suis content de commencer une nouvelle aventure parce que je n'y ai plus ma place. Un peu comme Jack Lamarne qui nous disait hier qu'il aimait beaucoup son pays, l'Amérique, mais qu'il le rendait fou. Yes, it drives me crazy, and I'm old, and I'm ready for it to stop driving me crazy. Oui, ce pays me rend fou, et à l'âge que j'ai maintenant, il n'est plus temps pour moi qu'on me rende fou dans ce sens-là. I think, Richard, didn't you move back to New Orleans recently, or are you going to? Hein, Richard? Oui, c'est bien. That's like leaving America. Richard, est-ce que tu... Not enough. Micro. Richard, est-ce que tu n'es pas retourné vivre à la Nouvelle-Orléans récemment? C'est un peu une façon de quitter l'Amérique, non? Il y a aussi, quand même, moi, il y a des pages qui m'ont immensément ému. C'est quand vous revenez avec Chris, votre mari, voir votre père qui est très âgé. Et j'avais quand même le sentiment qu'il y avait un profond amour entre vous, malgré toutes les différences qu'il y a eu, puisque évidemment vos parents étaient complètement racistes et anti-homosexuels. Et pourtant, dans ces pages-là, et puis dans la fin, cette lettre à votre mère, qui est une lettre absolument incroyable, que j'avoue qu'en plus, je l'ai relu, parce que j'avais déjà lu le livre, mais je l'ai relu là et j'ai perdu ma mère au mois d'août, et quand j'ai lu cette lettre, je me suis dit que ça m'a fait énormément de bien. Merci. I'm glad. My father was an impossible old bastard. But I loved him. And I knew that he loved me. He couldn't express it very well, but I knew that was the case. Chris, my husband, was the person who made this happen. He drove my father and me around Raleigh to see all the sights of my father's childhood before he died. And at the end of it all, my father pulled Chris aside and said, "You take care of that boy, you hear?" No. And No. and that was a 90-something telling a 30-something to take care of a 60-something. Donc, mon père était un vieux sale type, un vieux salaud, mais je l'aimais. Cette rencontre, c'est Chris, mon mari, qui l'a rendu possible. Il est venu à Raleigh et il a fait, en voiture, il a fait faire le tour des lieux que mon père aimait une dernière fois, avant la fin. Et après cette tournée des lieux de la ville qu'il aimait, il a parlé seul avec lui et il lui a dit maintenant, mon garçon, il faut prendre soin de ce garçon, c'est-à-dire de Armstead. C'était comme si un homme donc de 90 ans demandait à un jeune homme de 30 ans à ce moment-là de s'occuper d'un autre de 60, c'est-à-dire moi.
Ah, cette partie-là est absolument bouleversante, la lettre aussi. Enfin, c'est un livre en fait où on retrouve tout, quoi. L'amour, la souffrance, l'incompréhension, etc., etc. Je voulais juste, à propos des photos, pour finir, vous allez la voir de loin. Je ne sais pas si vous allez la voir. On voit une jolie photo avec un joli petit garçon qui porte une croix devant lui, qui a une aube. Il est habillé d'une aube. Vous avez vraiment beaucoup changé. Oui. I haven't worn that dress for years. Je n'ai pas porté cette aube, cette robe depuis des années. Oui, j'ai changé. Merci, merci à vous. On continue alors peut-être donc avec un autre livre. Merci, merci. C'est toujours un plaisir d'entendre ces deux complices-là, et je soupçonne Marc de pousser un petit peu les choses. Mais là, il n'a pas raconté de choses scandaleuses, paraît-il que c'est arrivé ailleurs. On en entend ici aussi, un petit peu. Alors, on va retrouver Richard Ford maintenant avec son dernier livre. Alors, bonjour Richard Ford. C'est la seconde fois que j'ai le bonheur de vous interviewer au Festival America. La première fois, c'était en 2008 avec votre compère Richard Russo. Et ça avait été assez... Là aussi, c'était deux complices. Hein, c'était fabuleux. Et nous étions tous les deux bien plus jeunes. Nous regardions derrière nous avec fierté et devant nous avec espoir. Plus le temps passe, plus on regarde derrière nous. Et c'est une part des interrogations des personnages de Rien à déclarer. Est-ce cette idée qui a constitué la colonne vertébrale de ce recueil de longues nouvelles, ou est-ce le hasard, bien qu'il me semble que vous n'aimez pas le hasard en littérature? That's a lot of questions. I mean, if you write a story in which a character looks back on his life, and tells it, the moral implication is that I can tell it. And I have survived whatever I'm telling to be able to tell it. Bon, ça fait plusieurs questions. Mais bon, ce que je voudrais dire, c'est si on décrit un personnage qui regarde son passé, qui regarde en arrière, lui ou elle, eh bien, cela veut dire, d'un point de vue, disons, du sens moral, que ce personnage est capable de parler de ce qu'il ou elle a vécu auparavant, donc que ce personnage a survécu à ce qu'il avait vécu auparavant. I mean, in one way, it's an old-fashioned tradition of how to tell a story, but it also has this other dimension which is basically optimistic in nature. Donc c'est peut-être un peu la méthode traditionnelle de raconter un conte ou une histoire, mais il y a aussi un autre aspect, c'est un peu optimistique, c'est-à-dire le côté optimiste, c'est justement qu'on est capable de raconter ce témoignage. I mean, I grew up believing that fiction is about, well, I shouldn't say in general, but it can be about how the past impinges upon the present and gives us the future. So that seems to include enough of life for me. En fait, moi, quand j'étais jeune et dans ma vie, j'avais toujours l'impression, d'une façon générale, si on partait à la pêche, en fait, c'était un moyen de voir comment le passé avait un impact sur l'avenir et donc également sur le présent. And I'm perfectly okay with coincidences as long as I control all of them. Et je veux bien qu'il y ait des coïncidences, sauf je dois les maîtriser complètement, du début jusqu'à la fin. I mean, fiction for me is and actually Emma implied it when she said she wanted to preserve some of the sort of unpredictability and chaos of what life is, but you preserve it in a vessel. And so for me, a story is always a kind of artificial vessel in which we create all of these effects. One of them can be coincidence, but I'm running it.
Oui, alors comme Emma a déjà dit quelque chose, quand on écrit, on essaie toujours de préserver quelque part ce qui est imprévisible. Mais ce qui est imprévisible est quand même contenu dans quelque chose, dans un récipient quelconque. Et ce récipient, ça peut justement être la nouvelle ou l'histoire que nous racontons. C'est peut-être un peu artificiel, certes, mais c'est un moyen de maîtriser ces idées. Il y a un des personnages dans une des nouvelles qui dit les bons choix dans la vie font rarement de bonnes histoires. Et est-ce que vous le pensez vraiment? Du genre, les gens heureux n'ont pas d'histoire. I don't have to believe it just because I put it in the story. Tout simplement parce que je l'ai écrit, ça ne veut pas dire pour autant que je le crois. But there is an old adage which says, bad choices make good stories. Mais on dit, il y a un dicton où on dit que les mauvais choix donnent naissance à des bonnes histoires. So I just flipped it in that regard. But it's also true, you know, at the beginning of Tolstoy's great novel, there is the line, happy families are all alike. Unhappy families are unhappy in all kinds of different ways. That isn't true. Happy families are not in any way all alike. Oui, donc moi je l'ai tout simplement modifié un peu, transversé un peu différemment. Mais il est également vrai, si on cite Tolstoï, ce qu'il a dit au début dans une de ses grandes œuvres, que les familles heureuses sont toutes pareilles, tandis que les familles malheureuses sont ont souvent des choses différentes à raconter. Mais moi je ne suis pas d'accord avec cela, parce que je trouve que les familles heureuses également ne sont pas toutes pareilles. Et donc, il y a des choses intéressantes et diverses qu'on peut se dire. I had an elder moment. I couldn't think of Anna Karenina. Sorry. Oui, j'ai eu un petit lapsus. Le titre, c'est Anna Karenina. Toutes vos nouvelles sont traversées par la mélancolie. Cet état dont on ne sait ce qu'il est vraiment. Regret, tristesse, amertume, nostalgie. C'est quoi pour vous la mélancolie, Richard Ford? No, that's not true. Non, c'est pas vrai. I mean, you can say it, but that doesn't mean it's true. Vous pouvez le dire, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est vrai. I mean, there's a line in one of Emerson's essays in which he writes, I think it's in his essay on character, he says, to behold the human character is always an act somewhat filled with melancholy. Oui, je ne suis pas entièrement d'accord avec vous, mais je pense qu'il faut quand même citer Emerson dans ce cas où il dit se pencher sur le caractère humain est toujours rempli quelque part d'un type de mélancolie. But I actually think that there are maybe melancholy moments in stories of mine, but there are also funny moments. I wouldn't write a story if I couldn't make it funny. So that isn't melancholy. And so I think, you know, it's just the nature of talking about literature at arm's length that we adopt certain kinds of general terms for describing it, whereas a story really is only the sum of its individual parts. Oui, je pense que dans certaines de mes nouvelles, il y a un peu de mélancolie, mais il y a aussi des parties qui sont drôles. Et moi, je ne l'écrirais pas si je ne trouvais pas justement ces parties drôles intéressantes à partager avec les autres. Et je pense que quand on décrit la littérature comme ça, d'une façon assez générale et de loin, on peut donner des titres ou des étiquettes de ce type. Mais en fait, une nouvelle, c'est tout simplement la somme de toutes les parties individuelles qui constitue ce total, cette somme. Juste, j'en profite parce que je crois que je n'ai pas prononcé Rupa tout à l'heure, qui est Rupa Soutankar, qui est interprète, professionnelle et qui enseigne l'interprétation d'ailleurs, et qui est une fidèle aussi du festival. Et merci d'être là pour traduire Richard. Juste un mot à propos du livre. Moi, j'ai juste une petite question. Le titre anglais n'est pas le même que celui-ci. Comment est-ce qu'on arrive du titre initial? Et justement, c'est deux titres qui
Quand on lit Sorry for the Trouble, ça ne veut absolument pas dire rien à Rien à déclarer. déclarer. Et, Voilà. Je voulais savoir comment on arrivait de ce titre-là au titre français, qui est très différent. I don't know. Je ne sais pas. But I mean, Rien à déclarer is a title of one of the stories in English. It is Nothing to Declare. And so I think that was the one that translated most easily into French. Sorry for your trouble is I mean, I'm sure you could translate sorry for your trouble into French just like that, but they didn't want to. Oui, je ne sais pas pourquoi. En fait, Rien à déclarer est le titre d'une des nouvelles dans ce recueil. Et donc, ils ont trouvé que c'était peut-être le titre le plus facile à traduire et ils ont donné le titre au recueil également. Je suis sûre que c'est facile également de traduire le titre anglais, Sorry for your trouble. But you know, Oui, translation is a remarkable feat, and so you have to find a way, as we know, to find the anima of the title in the book in French, and it has to be the French anima, the French spirit, not the American spirit transliterated. Mais vous savez, la traduction, de toute façon, c'est quelque part, c'est un exploit. Et c'est très important chaque fois de trouver justement l'esprit de l'œuvre en français tel que cela existe en anglais. Ce n'est pas nécessairement une traduction mot à mot. Yeah, I was just thinking, my memoir title in America was Logical Family, which is a pun. As opposed to biological. And they made a lot of sense just to change it to Mon autre famille for France. J'en profite pour dire que c'est un cas un peu similaire, puisque mon livre, le titre original de mon livre était My Logical Family, c'est-à-dire ma famille logique, avec un jeu de mots sous-jacent sur ma famille biologique, qui est le contraire. Armstead Maupin dit qu'il s'est retrouvé finalement dans ce titre en français, qui est un choix de l'éditeur. En français, ça s'appelle Mon autre famille. Je pensais là pour ma part en commentaire que peut-être ça a à voir avec cette extension dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la façon dont ça ouvre finalement davantage à d'autres communautés. Oui, mais ma famille logique, c'est plus percutant parce qu'on comprend, enfin, on comprend l'importance de cette autre famille par rapport à la première. Enfin, Mais pour revenir à Rien à déclarer, moi je trouve que Richard Ford avait beaucoup de choses à nous déclarer dans ce recueil de nouvelles, et énormément de choses. Et peut-être que c'est aussi quand on arrive à un âge respectable, la manière de se dire je me pose et je regarde l'Amérique d'une autre manière à 78 ans peut-être que si j'avais 50 ans. Gee, I never thought about that. Ça m'a jamais frappé, ça. Non, mais il est toujours aussi jeune, quand même. Hein. We must be. Il dit tellement de choses dedans que Oui. dans le livre, c'est que rien n'est déclaré, je suis pas d'accord. Non, moi j'aime beaucoup l'expression on est toujours aussi jeune, mais ça se voit moins. I never think about writing at my age. Je pense jamais à écrire à mon âge. Très bien. C'est pas quelque chose qui me vient à l'esprit. I mean, what choice do I have? Quels sont les autres choix? I mean, as Armstead, I think will probably agree, and I'm hoping he agrees, to be whatever age the hell we are. Exactly the same age. Yeah, exactly the same age, right? I'm I 2 know. years younger, 2 months younger than you, but I don't you forget it. Nous avons I just feel exactement- like I feel when I was 40. I feel exactly the same way. Donc, et ce que je vais dire, et j'espère que Armstead sera d'accord avec moi, nous avons le même âge d'ailleurs, je crois que j'ai 2 mois de moins, et donc surtout n'oublie pas ça, j'ai 2 mois de moins. Mais bon, quand j'écris, j'ai l'impression d'avoir 40 ans. Et on va demander à Emma, le problème de l'âge, Emma.
Qu'est-ce que ça représente pour vous? 33. I'm 33. But I also feel 40. Mais Moi, j'ai 33 ans. Moi, j'ai 33 ans, mais j'ai aussi l'impression d'avoir 40 ans. il y a- Well, you will get younger, though. I promise you that. je vais, Tu vas rajeunir, Je vais tu vas voir. rajeunir. Je vais trahir un petit propos de derrière. Quand Armistead est arrivé et qu'il a vu Emma, il lui a dit « Mais qu'est-ce qu'elle vient faire avec ces deux vieux barbons ?» Quelque chose comme ça. Yeah. Et comme quoi, là, je n'y fais rien. Bon, eh ben, on continuera dans les livres alors. Tu as Eh fini? bien, oui, on va continuer. Alors, lisez la dernière nouvelle même si vous en lisez qu'une. Seulement la dernière? Non, mais même si vous devez n'en lire qu'une, lisez la dernière. Elle est absolument éblouissante. Non, lisez-les toutes. Mais les autres sont bien aussi. But the others are C'est mieux, fabulous c'est too, mieux. so read them all. Alors, je rappelle les titres des livres dont on a parlé ce matin avec Jeff Delapré, libraire donc à l'Esnevin, Emma Klein, Daddy, qui a été traduit par Jean Esch et qui est paru en septembre 2022, je crois, et qui est paru à la Table Ronde. Le livre de Richard Ford, qui s'intitule Rien à déclarer, donc, paru aux éditions L'Olivier en 2021 et qui a été traduit par José Camoun. Et puis le livre d'Amestad Maupin, Mon autre famille, paru aux éditions de L'Olivier en 2018 et qui a été traduit par Marc Amfreville, ici présent. Voilà, merci à tous, merci à Jeff, merci aux traducteurs, bien sûr, Marguerite, Roupa et Marc.